la Picardie, je croyais que c'était plat. En réalité, vous le savez bien, c'est tout à fait autre chose. Hein, et c'est à certains égards ce qu'on voit ici, un belvédère que je qualifierais pour les historiens géographes d'initiatique. C'est une initiation, hein, c'est une initiation que nous invite ce paysage, hein, c'est-à-dire en comprendre, en déceler les permanences. C'est aussi voir ce qui tient non seulement des permanences, mais des mutations et des ruptures. C'est, si vous voulez, comment la grande histoire s'est inscrite sur ce territoire. Comment cette géographie apaisée a vécu des moments d'histoire extrêmement brutaux qui l'ont bouleversée. Encore qu'on va le voir, c'est certains moments d'histoire, d'accélération de l'histoire, si on veut, qui ont fait le Lannoy entre des très très longues périodes, je dirais, de stabilité, pour ne pas dire d'immobilisme. L'histoire du Lannoy, c'est cela. Hein, la géohistoire du Lannoy, c'est l'histoire du temps long qui s'inscrit par l'action des hommes sur un territoire qu'ils ont contribué à former, à aménager, à détruire également, à reconstruire. C'est toute cette démarche qui me paraît intéressante et qui me paraît d'autant plus intéressante en vieillissant, c'est que pour pouvoir travailler sur le présent, voire sur l'avenir, il y a parmi vous quelques élus, il faut mieux savoir un petit peu d'où on vient, quel est le socle sur lequel on s'inscrit, ne serait-ce que pour pouvoir avoir le sens de la relativité des choses, c'est-à-dire la relativité du temps. Donc c'est un peu à cela que je vous invite ce soir. Il ne s'agit pas pour moi, naturellement, de refaire l'histoire du Lannoy. Il y a eu je l'évoquais encore tout à l'heure, énormément de recherches et de recherches de qualité sur le plan scientifique, sur le plan universitaire, sur le Lannoy. Nous connaissons tous les thèses de Luce, de Saint-Denis, Buridan et d'autres, mais sans parler des travaux qui ont été menés, des grands travaux historiques menés, ne serait-ce que par les cahiers du patrimoine. Et il faut évoquer naturellement Martine Plouvier et tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ces travaux, qui étaient tous des spécialistes de l'histoire du Lannoy et sur lesquels je me suis tout simplement appuyé. Je ne fais pas œuvre d'historien, j'essaye de faire œuvre de synthèse géographique, de géohistoire. C'est une démarche un peu particulière, j'en conviens. Donc, je vais démarrer. Suivante. Je vais vous faire je vais essayer de faire 4 parties, en essayant de tenir mon temps, naturellement, un quart d'heure chacune à peu près, pour vous montrer comment, dans une première partie, on va observer ce qui relève du temps long, et que l'on voit encore aujourd'hui, ou qu'on le décèle encore aujourd'hui. C'est finalement là très ambitieux, puisque c'est quasiment des origines jusqu'à l'Ancien Régime. Puisque, en réalité, les paysages remontant antérieurement à cette période sont plus difficiles à déceler, mais ils existent encore. Ils constituent même une trame qui reste permanente. Suivante. Alors, suivante. Les traces je dirais dans un premier temps, de l'occupation précoce du territoire. C'est, à certains égards, les travaux qui ont été réalisés notamment grâce à la 26, qui nous a permis de faire toute une série
de recherche archéologique, ce qu'on appelle des fouilles de sauvetage le long de l'autoroute, qui ont du même coup d'ailleurs permis de dégager un certain nombre de sites qui signalent une permanence de l'occupation de ce territoire, et qui plus est, une permanence d'autant plus intéressante qu'elle démontre que l'open field, les fameux paysages de champs ouverts, remontent à l'époque gauloise. Ce n'est pas quelque chose de récent, vous voyez, c'est bimillénaire pour l'essentiel, même si ce n'est pas totalement le paysage tout à fait comme c'est aujourd'hui, mais déjà, il n'y a pas de bocage. Nous avons dans un premier temps même beaucoup de villages, de petits hameaux, qui vont se perpétuer et dont on a un excellent exemple de reconstitution à travers le musée des temps barbares à Marle, qui est à mon sens méconnu, mais qui reproduit scientifiquement parlant ce qu'est un paysage, ce qu'était un village, bon, d'époque mérovingienne, mais rien n'avait changé naturellement depuis la période gauloise. Suivant. Alors, cette ancienneté de l'occupation, elle se lit encore aujourd'hui dans les paysages à travers la toponymie. Je ne vais pas faire naturellement une étude toponymique importante, je le ferai dans l'article qui suivra, mais simplement on a un certain nombre de lieux qui, dans le Lannoy, remontent effectivement à des périodes extrêmement anciennes. Naturellement, c'est l'apparition au IVe siècle des grands domaines, car il faut savoir qu'au IIIe siècle, il y a eu une première catastrophe alors, qui était les invasions dites barbares. Les petites structures de petits villages que je décrivais tout à l'heure ont à ce moment-là disparu, ont été remplacés par des grands domaines, des villas, dont certaines sont restées en place dans la mesure où elles ont été le produit en fait de donations de Clovis et des rois qui lui succèdent à la noblesse gallo-romaine pour assurer une fidélité de ces anciens maîtres locaux. Et on en a un exemple parfait dans la Lannoy, c'est Laverny. Vous connaissez probablement ce site, Laverny. Laverny qui apparaît dès le IVe siècle. Le site est connu comme ayant été dans la propriété de la famille de Sainte-Céline, ou Cécile, je ne sais plus, Sainte-Céline, la mère de Saint-Rémy. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que la localisation de Laverny, elle est en bordure même d'une vieille voie romaine sur laquelle on reparlera tout à l'heure. Et en bon domaine, il y a non seulement la ferme, cette ferme-là, elle est naturellement du 16e, 17e, elle n'a pas été totalement détruite pendant les conflits, il reste pas mal de choses, mais il y a à côté, surtout intéressant, un bois qui s'appelle le bois de Laverny. Et le bois de Laverny, c'est le breuil, c'est-à-dire le territoire boisé qui accompagne les grands domaines où se trouvent réservées les zones pour la chasse. Or, vous avez énormément de sites dans le secteur. Il y a même encore à Bruyères, non loin de Laverny, un site qui s'appelle le Breuil et qui est, vous savez, occupé par un des châteaux de Arsène Housset. Autre domaine, Samoussy, mais alors là, il ne s'agit pas de domaine nobiliaire, mais bien de réserve royale. Samoussy, qui est donc un fisc, un domaine royal, depuis au moins le 8e siècle, probablement avant. On sait qu'à Samoussy serait né Charlemagne. On veut bien le croire, ça fait toujours plaisir. Suivante. Et puis surtout, dans cette permanence, il y a la situation, c'est-à-dire la position du Lannoy par rapport à une échelle beaucoup plus vaste qui est celle du territoire français actuel, si on veut. Qu'est-ce qu'on observe là? On observe en réalité
que nous sommes sur un site d'acropole. Il y en a d'autres. Il y a Bibrax, qui a été fouillé par l'Objoa, et dont on sait qu'il existait, puisque César l'évoque lorsqu'il il s'oppose il vient au secours des reines, ouais, c'est ça, oui, dans le cadre de la guerre des Gaules. Il y a d'autres sites, et il y a naturellement le site de Laon, qui est effectivement le plus spectaculaire de tous les sites d'acropole du secteur. Mais il y a énormément de sites qui sont des sites défensifs. On pourrait en trouver presque autant qu'il y en a sur une carte topographique au 58e, en regardant les redans, les saillants, les buts et les avant-buts qui se multiplient dans la topographie lanoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce site défensif classique, et qu'on va retrouver, comme je disais, un peu partout, il y a cet axe, ce cheminement, hein, on parlerait d'un axe aujourd'hui, mais d'un cheminement qui mène du sud-est, de l'Italie, si on veut, hein, en tout cas de Reims, hein, et au-delà, vers la Manche. Or, nous avons toute une série de chemins qui apparaissent encore aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils étaient tout à fait là? Certainement pas. Mais les axes apparaissent, et il y a au-dessus de Bruyères, entre Bruyères et Martigny-Courpierre, un chemin qui traverse tout droit le plateau, et qui s'appelle, et qu'on appelle encore à Bruyères, ou qu'on appelait encore à Bruyères, le chemin dit de la barbarie. C'est-à-dire qu'il menait par Vauclair vers Reims et au-delà de vers Reims. Donc on a toute une série d'axes comme ça. Celui-là est un des multiples cheminements qui mènent de la région lanoise vers Reims. Le plus important étant certainement non pas celui-là, mais celui qui passe juste au-dessus de Fétieux, et on retrouve au bout de la route stratégique, quand on arrive sur la nationale 44, quand on rentre dans le bois, nous sommes ici sur l'axe romain, qui passait directement au-dessus, et allait par Vélus et la Vernie jusqu'à là. Donc vous voyez, on peut là ici, lorsqu'on regarde ces choses-là et puis qu'on lit les historiens, on peut s'apercevoir que nous avons des permanences. Hein. Ça, c'est un élément clé à retenir. Hein. Assez tôt, dès le Haut Moyen-Âge en tout cas, dès le Haut Moyen-Âge, on a une ouverture agraire, des champs ouverts déjà. On a un peuplement relativement dense, avec un certain nombre de villages. Pratiquement, Jacques Hillis nous dit qu'il y a au moins 135 communes dans le Lanois déjà qui sont notées dans les textes. Ce qui veut dire que l'installation n'est pas là encore d'hier, mais bien du Haut Moyen-Âge. Autre élément, c'est l'acropole défensif qui reste et qui va jouer pendant des siècles, n'est-ce pas? Pour ne pas dire des millénaires. Voilà. Et puis, cette situation de Laon sur le grand cheminement sud-ouest, nord-ouest-sud-est, qui constitue aujourd'hui un des éléments d'ailleurs clés du Lanois et notamment de la communication, comme on dirait aujourd'hui, que peuvent mener les édiles lorsqu'ils essayent d'attirer des entreprises sur le Lanois. Nous sommes sur ce vieil axe, sur ce vieux cheminement qui, espérons-le, continuera de fonctionner. Et d'une certaine manière, on aurait pu mettre cette photo-là en exergue avec la 26. Je dirais que tout chemin. Suivant. Alors on passe à un deuxième temps, qui est celui, effectivement, de la mise en place des grands paysages du Lanois, c'est-à-dire, en fait, on a vu là, ici, un certain nombre de permanences plus géographiques qu'historiques. Là, ici, on va voir une des bases patrimoniales du Lanois qui va apparaître, suivant. Et naturellement, à partir des travaux d'Alain Saint-Denis,
c'est pas la peine que je vous ramène là-dessus. J'ai repris simplement un certain nombre de ces cartes que j'ai essayé de colorier tout simplement, pour montrer effectivement comment se met en place le grand paysage de la butte de l'An. C'est le temps des grands chantiers, comme il l'a appelé d'ailleurs, et c'est ce qui va donner le bâti que nous connaissons encore aujourd'hui. Alors, ce qui est simplement un élément important qu'il faut avoir en tête, c'est que sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a les trois pouvoirs qui apparaissent déjà. Ces trois pouvoirs, l'évêque, le roi et les bourgeois, qui apparaissent à travers un certain nombre de bâtiments, dont certains se sont maintenus, d'autres ont disparu ou ont évolué. Donc c'est, vous voyez, en jaune, le beffroi, naturellement, c'est le pouvoir bourgeois, l'évêque, avec son quartier de chanoine, quartier Notre-Dame, et puis le roi, autour du donjon et du palais royal. Il faut donc imaginer d'ailleurs que la ville, pour l'essentiel, se réduit à cette partie la plus facilement défensive. Là, la géographie joue, puisqu'on a ici un étranglement au niveau du débouché de la rue Saint-Jean, comme vous connaissez, et entre la porte des Schnitzels et puis la rue Roosevelt, qui montre que nous avons ici quasiment une île dans une île, sur une île. Vous avez une immense île, et puis vous en avez une en plus. Et c'est ça qui est intéressant, le reste, naturellement, étant libre, occupé déjà très tôt par des abbayes. Saint-Martin, vous voyez l'ampleur de l'occupation de l'espace de ce qu'on appellera plus tard le Clos Saint-Martin, et puis naturellement l'abbaye Saint-Vincent, sachant que l'abbaye Saint-Jean relève en fait du pouvoir royal, puisque c'est une abbaye fondée par la reine, je ne sais plus son nom, suivant. Alors, c'est ce bâti somptueux qui nous est resté. La photo date, on peut la dater, puisqu'il y a les toitures n'ont pas été encore refaites. Mais on a effectivement à la fois le bâti somptueux, c'est-à-dire la cathédrale, et sans parler du reste, et puis la mise en défense, même si tous ces remparts ne correspondent pas, naturellement, n'ont pas cette allure-là au XIIe, XIIIe siècle, encore qu'on a retrouvé, il n'y a pas longtemps, où on a retrouvé une porte ancienne, celle de la porte Saint-Georges, au XIIe siècle. C'est Denis Montagne là, qui s'occupe des souterrains à l'an, qui nous a fait redécouvrir ce site. Suivante. Alors, il va de soi que ces richesses que nous avons aujourd'hui, ce patrimoine qui nous reste du XIIe, il repose en fait sur la rente foncière, sur le fait que les pouvoirs, et notamment les institutions religieuses, vont jouer un rôle clé, vont dominer la loi jusque pratiquement la Révolution, on peut dire jusqu'à la Révolution, et on va retrouver leur richesse dans des sites encore aujourd'hui parfaitement visibles, non pas à travers les bâtiments, mais par les lieux-dits. Donc c'est les grandes abbayes, la rente foncière qui finance, je reprends le terme d'Alain Saint-Denis, somptueux décor de l'an. On a naturellement les biens des hospitaliers. À titre d'exemple, vous avez la chapelle que vous connaissez bien, mais les hospitaliers sont propriétaires d'un très grand nombre, les Templiers, qui ensuite leurs biens passent aux hospitaliers. On les retrouve sur la carte de Cassini à Cerny, et puis ici la ferme de Puisieux à Chambry. Mais ils sont également propriétaires à Aulnoy et dans d'autres lieux. Suivant. Donc toujours richesse des champs, avec un S pour richesse, et richesse de la ville. Vous voyez l'image qui est derrière. Là on retrouve effectivement le château, la propriété des Templiers qui est aujourd'hui
c'est ce qu'il en reste, puis c'était passé à l'Hôtel-Dieu. La ferme d'Avin, elle, vous connaissez, entre Molinchard et Laon, la ferme d'Avin, est toujours là. Hein, elle appartenait à Saint-Martin dès 1117. C'est bon. Richesse des champs, richesse de la ville, il va de soi naturellement que, autre exemple, c'est Saint-Vincent. Alain Sanny nous donne une carte tout à fait remarquable des biens que possède l'abbaye Saint-Vincent dans tout le Lannoy. Vous voyez, Laon est ici, là on les voit, ils ont des biens dans tout le sud, surtout d'ailleurs des vignes, et dans le nord, ce sont surtout des terres. Et les travaux de François Menant sur le cartulaire de Saint-Vincent montrent d'ailleurs qu'au bout d'un certain temps, ils abandonnent plutôt les vignes au profit des terres. C'est plus facile à gérer, c'est plus sûr en termes de récolte, et ça rapporte plus. Donc il y a une véritable gestion, mais ils sont présents un peu partout, comme on peut le voir dans le Lannoy. Vous avez ici là, une litho où on voit l'église de Saint-Vincent avec derrière l'abbaye dont on connaît le sort funeste. Suivant. Richesse des gens, naturellement, c'est le vignoble. Une bonne partie, mais pas tout. Hein. Alain Sanny insiste bien. Le vignoble joue un rôle très important. Il est disputé entre de multiples propriétaires, notamment les abbayes, comme on l'a vu, l'évêque, le chapitre, la bourgeoisie lannoise, mais aussi la paysannerie locale. Une paysannerie d'ailleurs qui s'enrichit fortement grâce au vignoble, qui va incontestablement être la base de la richesse locale pendant jusqu'à 1830-40, à la fin de la première moitié du XIXe siècle, quand il disparaît. Donc ici, on est bien dans un système économique dominé par une source d'énergie, en l'occurrence l'agriculture, que ce soit la culture céréalière dans la plaine lannoise, que ce soit le vignoble sur les coteaux du sud, dont les plus-values sont pour l'essentiel drainées vers la ville de Laon, qui va y construire son décor. Le financement de tout ça, c'est ça. Et c'est ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, puisqu'on le garde encore aujourd'hui. Suivant. Alors, une fois passée cette phase, qui est un des grands moments de l'histoire des paysages du Lannoy, on rentre dans une période où les paysages vont relativement se figer. Suivant, hein, du XIVe au XVIIIe siècle. Alors, dans un premier temps, les paysages ruraux vont se consolider, toujours au profit de la ville. Et on en a un bon exemple, ne serait-ce qu'à partir de la carte de Cassini. Cette carte de Cassini qui vous montre d'ailleurs le très grand nombre de villages qui frangent la côte de l'Île-de-France. Au nord, il y a beaucoup moins de villages, mais ils existent déjà. Et il existe donc un open field avec des villages concentrés, où se trouve l'essentiel de la population, et des fermes intercalaires, ce sont ces fameuses granges des institutions religieuses lannoises. Suivant. Donc, on a d'ailleurs j'ai essayé de retrouver les paysages. Est-ce que, le nain, qui naturellement ne peignait pas, ne se promenait pas avec son chevalet sur les croûtes de Laon ou au-dessus de Montbavin, il n'empêche qu'il devait se souvenir un peu, les frères, le nain, et j'ai essayé de retrouver certains de ces paysages. Alors, c'est vraiment une interprétation, c'est presque... je me suis un peu amusé, et notamment ce détail qui vient de la Victoire, vous connaissez ce grand tableau, hein, on peut penser qu'effectivement, on retrouve pas mal de ces paysages du Lannoy, hein, proches
au nord au contact des zones de coteaux, avec des moulins naturellement. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait que nous avons des paysages découverts, sans arbres. Allez au-dessus au-dessus de Mons, vous verrez que ce n'est pas ce paysage que vous avez. Bon, alors naturellement, il y a cette paysannerie là, on ne peut pas oublier que c'est une paysannerie, même si c'est une forme de décor, les personnages sont stéréotypés, mais ce qui m'a intéressé, c'est la maison. Cette maison, c'est un vendangeoir, manifestement, hein, avec, vous voyez, l'entrée, hein, et puis l'habitation qui est au-dessus. Donc, dès le XVIIe siècle, tout ça est en place. Suivant. On en a encore un bel exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ce vendangeoir. Il appartenait au père Baudou, qui me l'a fait découvrir un jour. Et effectivement, c'est le vendangeoir de Montbavin, ayant appartenu à la famille des frères Le Nain, hein, et aux Le Nain eux-mêmes. Hein, avec d'ailleurs, dans le jardin, la cave, qui descend, mais d'une dizaine de mètres de profondeur. Alors, ce qui est intéressant, au-delà du fait que c'est Le Nain, naturellement, et qu'on a un bâtiment qui, au moins pour la base, parce que le reste, correspond effectivement à la classique, au classique habitat vigneron, c'est que nous avons une bourgeoisie, petite bourgeoisie lannoise, qui possède des vignes. La rente tombe, je dirais, retombe en pluie, même si l'essentiel va aux institutions religieuses. Vous avez toute une petite bourgeoisie, soit de la basoche, soit du commerce ou autre, des petits agents locaux, si on veut, qui essayent de se constituer des petites propriétés qui plus tard d'ailleurs deviendront éventuellement plus grandes, et ce sont la plupart des vendangeoirs qu'on connaît aujourd'hui. Suivant. D'ailleurs, ce paysage qu'on a ici, en fait, c'est deux des deux des plus beaux vendangeoirs du sud danois, c'est à Bruyères, à Chéret, hein, juste au sud de Bruyères, dans ce petit village, hein, où vous avez encore, là, ici, c'est le gîte Simoneau, hein, dont au moins la base est très ancienne, probablement le rez-de-chaussée, enfin, l'entresol, la partie haute ayant été remontée au XVIIIe siècle. Celle-là est plus ancienne. Hein. Mais j'ai pas trouvé chez Maxime de Sars, puisque c'est la seule référence que nous avons sur les vendangeoirs du Lannoy, je n'ai pas trouvé d'informations particulières. Simplement, ce que je voulais dire ici, à travers cette photo, c'est d'avoir la permanence. Parce que des vignes, on sait qu'il n'y en a plus. Il reste les vendangeoirs, et il reste aussi, à travers l'analyse que l'on peut faire des vendangeoirs, du modeste vendangeoir de la famille Le Nain, ou du paysan, qu'on a vu également dans la pâture de Le Nain, jusqu'à la grande bourgeoisie lannoise. Dans tous les villages du sud lannois ont leurs vendangeoirs, et parfois des vendangeoirs qui sont restés d'importance, et qui sont surtout restés d'autant plus d'importance que depuis un demi-siècle, ils ont été rachetés, retapés et bien restaurés. Suivant. Alors, le vignoble, naturellement, s'installe directement, pour longtemps. Il s'installe naturellement à Laon. C'est l'image classique auquel on ne peut pas échapper, c'est la cuve Saint-Vincent. Simplement, c'est intéressant de voir le rôle, le poids, l'importance quand même, encore vers 1850, puisqu'il s'agit du plan relief qui est exposé à l'Office de tourisme de Laon, l'ampleur encore des vignes. D'ailleurs, je me pose quelques problèmes parce que dans mes lectures, j'ai trouvé que ceux qui avaient fait le plan étaient peut-être bien optimistes
quant à ce qui restait comme vigne en 1855. Mais bon, suivant. Alors, dans ce paysage périurbain déjà, la périphérie de Nantes, il y a quand même un certain nombre de gros bourgs qui vont jouer un rôle important, parmi lesquels il y en a au moins 2 à citer, ou 3 en tout cas. Il y a Mons, il y a Crépy, on va le voir, et puis il y a Bruyères, naturellement. On ne peut pas faire autrement. D'autant plus qu'on dispose pour Bruyères d'un document qui remonte au XVIe siècle, je ne sais pas, et qui est tout à fait intéressant quand on le regarde de près. Je n'ai naturellement pas le temps de le décrire, mais on retrouve effectivement l'amende qui constitue le tour de ville d'aujourd'hui, c'est dire les permanences. Le petit fort qu'on trouve ici, vous voyez, et qu'on appelle le petit fort, c'est-à-dire en réalité l'église, qui n'a pas encore été rabotée, à la fin du XVIe, un beffroi, et puis des places. Il y a beaucoup plus de places qu'aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que c'est un des seuls endroits dans la Lannoy, la différence de l'an, où on a de la place pour faire les marchés. Et une des richesses d'une ville comme Bruyères, d'un bourg comme Bruyères, c'est pas seulement le fait qu'il rachète ses franchises sur le modèle lannoy au début du XIIe siècle, comme le fera d'ailleurs Crépy ou d'autres, c'est qu'il a de l'espace, alors qu'à Laon, on n'a pas d'espace, on a du mal à monter. Et donc les marchés se font beaucoup plus facilement dans une ville protégée. Bon, les remparts datent pour l'essentiel du XIVe, de la guerre de 100 ans. Avant, il y a quand même des douves. Et simplement, il y a de l'espace, et du même coup, on tient commerce, et on récupère beaucoup d'argent. Toutes les taxes que l'on peut récupérer, et qui vont donner à la paix de Bruyères, qui associe, vous le savez, dans la charte, Chéret et Vorges, et puis un lieu-dit qui s'appelle Valbon, et qui va durer jusqu'en 1789. Donc avec des franchises qui sont essentiellement des franchises économiques, qui enrichissent et qui permettent à ces petites villes, à ces petits villages, comme Bruyères, comme Chéret, comme Vorges, et en tout cas les deux derniers, les Vorges et Bruyères, de s'offrir des splendeurs sur le plan du bâti. Quand on voit l'église de Bruyères, elle est sans rapport avec les moyens d'une collectivité comme elle est aujourd'hui. Mais vous voyez, on retrouve ces permanences. Et ça, c'est tout à fait important, même si, on le verra plus tard, tout ça a été noyé dans la périurbanisation, mais c'est une autre histoire. Poursuivre. Même chose, vous voyez, à Crépy. Crépy est tout à fait intéressant parce que, bon, elle a 2 églises, Notre-Dame et Saint-Pierre. Je ne sais plus, Saint-Pierre, ça va être en bas, je crois. Mais surtout, elle est frangée également, vous voyez, de remparts. Ces remparts ont été détruits au XVIIe siècle, sur ordre de Mazarin. Ils avaient été construits comme à Bruyères au moment de la guerre de 100 ans, et puis pendant les événements des guerres de religion. Mais les remparts ont été abattus sur ordre de Mazarin, dit-on. Il en est resté quand même les douves. Et une forme tout à fait intéressante, là, un petit peu avec... D'ailleurs, ici, vous voyez, le beffroi qui se trouve ici. Et le lotissement moderne qui était ici s'appelle d'ailleurs le quartier du beffroi. Il est tout à fait contemporain. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Ces 2 noyaux, donc une ville franche. Suivant. Bon, pendant ce temps-là, la ville, elle, s'endort, entre guillemets. Je reprends l'expression de Cécile Souchon, lorsqu'elle parle des paysages de l'immobile, c'est vrai. Suivant. Et qu'est-ce qu'on voit pour l'essentiel? Une ville qui, sur cette célèbre litho de Claude Chastillon, montre la ville, vous voyez, avant 1598. Donc avant la disparition du quartier du beffroi. Le beffroi apparaît ici d'ailleurs. On voit donc tous ces multiples
clochers, on parle de la ville aux 40 clochers, dit-on. Hein. On voit là ici Saint-Vincent, Saint-Martin, Saint-Jean qui est ici. On voit le Beffroi. Donc on a incontestablement là ici une image d'une ville qui va rentrer, je dirais, dans une longue période, enfin, qui est déjà rentrée et qui va définitivement rentrer jusqu'à la Révolution, dans une période relativement médiocre par rapport aux grandes périodes qu'elle a pu connaître au XIIe, XIIIe siècle. Suivant. Elle est pour l'essentiel dominée par les institutions religieuses. La ville, c'est une ville dominée par l'évêque, naturellement, qui n'est pas rien dans le royaume. Il est pair de France, ne l'oubliez pas. C'est un des grands personnages du royaume. Il a, par ailleurs, il y a toute une série d'abbayes. On parlait du Clos Saint-Martin que Alain Saint-Denis nous présentait tout à l'heure. Le voilà, vous voyez, au XVIIIe siècle. Hein, on voit là ici l'église, le logis abbatial, et ici le palais. Hein, donc c'est globalement, nous sommes au XVIIIe, nous sommes dans une période où la commande, où les abbés commanditaires absorbent pour le coup la rente foncière. La rente foncière se retrouve effectivement dans ces palais. Pas qu'ici, prémontré, c'est la même chose, mais une bonne partie de cette rente va échapper aux Lannois. Et c'est ce qui m'a trouvé, j'ai trouvé tout à fait intéressant de faire le parallèle. Au XIIe, XIIIe siècle, l'essentiel va dans la cathédrale, et puis quelque chose. Hein. À partir du XVIIe, XVIIIe, l'essentiel échappe très probablement de la rente aux Lannois, certes, pas totalement, mais beaucoup, puisque les abbés vont vivre en cour, et vivre à Versailles. Suivant. Alors, naturellement, cette richesse foncière reste. Hein, j'évoque cela parce qu'il y a le pigeonnier de la Grange l'évêque qui vient d'être restauré par son propriétaire. Hein, c'est un domaine de l'évêque qui fait à peu près à Vaux, la ferme de Vaux, qui fait à peu près 70 jallois. C'est une petite ferme. Hein. Et puis les maisons canoniales, sous réserve d'ailleurs que ce soit bien une maison canoniale, mais je n'ai pas pu encore vérifier. Suivante. Alors la ville donc est une ville pour l'essentiel religieuse, dominée par... elle a fait le mauvais choix en 1594. L'État, le roi est à Soissons, de fait. Il n'a allant qu'un simple bailli, dans un palais qui est obsolète, qui n'en finit pas de s'effondrer, pour l'essentiel. Hein. Alors, par contre, il devient place forte. Bon, et on voit d'ailleurs cette permanence, là ici, la citadelle, telle qu'elle apparaît avant la construction des casernes. Je pense que la caserne d'Hédouville, celle-là, qui a été construite sous Louis-Philippe, et je n'ai pas pu encore trouver la date exacte de cette litho. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on a ici une permanence des lieux. Suivant. Et certainement, le plus beau document dont on dispose, c'est ce croquis, hein, très précis, de la fin du XVIIIe, à la veille de la Révolution, où on voit là l'importance des places bâties, hein, les remparts, vous voyez, qui s'arrêtent à peu près, vous voyez, au niveau de Saint-Martin. Ils existent encore, notamment cette grosse tour, là, quand on prend la rue de la République, ça va être ça. Hein. On voit là pour aller ensuite vers l'école normale. Donc ici, on a lorsque ce ne sont pas les curés, ce sont les militaires. Si vous voulez dire. C'est un peu de la palissade. Mais, donc la citadelle, la caserne des Dragons de la Reine, hein, les batteries qui se trouvent ici, j'ai
oublié le nom, en fait, etc. Suivant. On voit d'ailleurs sur le plan relief, vous voyez la caserne des Dragons d'Arène, ici. Et je vous signale, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le fronton de la caserne dans laquelle nous sommes ici a été détaché de la caserne lorsqu'elle a été détruite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, et installée donc dans la caserne de Foch, qui avait commencé à être construite d'ailleurs avant la guerre de 14. Puis ici on a la poudrière, qui existe toujours, je ne sais plus si c'est là ou si c'est celle-là, ça doit être plutôt ici, cette poudrière que d'ailleurs je crois le lycée utilise ou vous fait visiter de temps en temps. Alors, on arrive donc à la deuxième partie, je vais que j'aille plus vite. En fait, pendant maintenant les 2 siècles qui viennent, les choses vont effectivement s'accélérer. Ils vont s'accélérer avec, on va le voir en deuxième et en troisième partie, on va voir comment, à travers une fresque paysagère sur 2 siècles, l'Hannois contemporain va se dessiner. Suivant. Alors, dans un premier temps, la cité, menacée de ruine, effectivement, est finalement sauvegardée. Au début du 19e siècle, suivant. Alors, on va voir quelques exemples. Pas tout. On connaissait tous le donjon, le beffroi, le vieux beffroi de la ville, qui avait été intégré dans les remparts de la citadelle et finalement abattu en 1878 pour permettre d'installer un rempart d'artillerie. Bon, ça suit. Ça tombe. Suivant. La ville a subi un coup de rabot épouvantable au moment de la Révolution. Il faut dire que il n'y avait pas beaucoup de choses qui tenaient debout quand même. Bon, ce n'était pas le cas de la flèche de la cathédrale. La flèche de la cathédrale, il fallait symboliquement l'abattre. Donc c'est ce que font les révolutionnaires en 1793. En fait, ils ne laissent ouvert au culte que la cathédrale et Saint-Martin. Le reste est vendu en bien national. Bon, on sait aussi que en gardant l'immeuble, on aurait pu commencer à avoir des problèmes avec la cathédrale. Ce sont ces fameux travaux engagés à la suite du rapport de Mérimée, qui sont bien connus. La photo date de 1870. On va mettre quand même 30 à 40 ans pour redresser, consolider les fondations, en injectant des ciments, refaisant les fondations. C'est un travail considérable et c'est la première grande œuvre de l'État de sauvegarde. C'est ça qui est intéressant. L'État y mettra énormément d'argent, pratiquement. Il mettra dans les 30 ou 40 premières années autant d'argent à l'an qu'il en a mis ailleurs. C'est dire l'important. En tout cas, la façade qui menaçait ruine, puisqu'elle était attachée de 70 à 80 cm de la nef, a donc été redressée, consolidée, et ce joyau des temps de la grande époque lannoise a pu être sauvé. Suivant. Ce qui a sauvé aussi beaucoup, c'est la réutilisation en 1800, au moment de l'Empire, des biens du clergé, notamment des palais du clergé, qui ont été tous plus ou moins réutilisés, sans que ça plaise d'ailleurs beaucoup au préfet suivant, par exemple, qui trouvait ça relativement pas très confortable. On a Saint-Jean, on en a d'autres, suivant. On a notamment le Saint-Martin, qui est transformé en hôpital en 1807. On construira plus tard une salle de plus, mais voilà un exemple de sauvetage, entre guillemets, du bâti ancien, suivant. En ville, dans le bourg, dans la cité, on ne fait pas grand-chose. On fait, je dirais, du travail de curetage, si vous me permettez l'expression.
Hein, c'est-à-dire qu'on essaye vous voyez, à partir de cette carte de Francis Pigeon, j'ai simplement repéré les endroits qui avaient été dégagés, notamment, vous voyez, vous avez l'Hôtel-Dieu, l'Office de tourisme, hein, et là, on a dégagé l'église dont j'ai plus le souvenir, le nom. Saint-Rémy à la porte. Saint-Rémy à la porte de Soissons. C'est Saint-Rémy à la porte, hein, c'est ça. Et donc ça permet de dégager, donc vous voyez, actuellement le parvis. Hein. Et puis surtout, la seule chose vraiment importante que l'on fait dans la cité, c'est le quartier de la mairie. Hein. Alors, je vous ai dit, on a abattu le Palais Royal, on a abattu le donjon, le Palais Royal, et on préserve simplement Saint-Rémy au Vlours, qu'on avait transformé en théâtre, heureusement, hein, et on y construira la mairie. Suivant. Vous voyez cette photo d'ailleurs qui date des années 70, c'est intéressant d'ailleurs. Hein, dans les collections SIM, on devrait retrouver ça et en faire une collection. On a ici, avant l'arrivée, vous voyez, il n'y a pas mal là encore. Hein. Simplement, c'est uniquement pour vous montrer la place, l'opération de destruction d'un quartier pour y aménager une place et une mairie. Je me souviens de Claude Carême nous expliquant comment les difficultés qu'on a rencontrées pour construire cette mairie. Mais enfin, les bourgeois reprennent, d'une certaine manière, le haut du pavé. Ils s'imposent, et notamment avec une mairie, et tous ceux qui auront les collectivités les plus prospères n'auront de cesse dans le Lannoy de se construire également une mairie. Vous connaissez tous la mairie de Bruyères, mais Blérancourt aussi, vous savez la mairie de Crépy. Enfin, on a toute une série, pas la mairie actuelle, hein, l'ancienne mairie de Crépy. Donc globalement, les bourgeois reprennent pied. Suivant. Alors par contre, l'urbanisation va gagner l'ouest du plateau pendant ce 19e siècle allongé jusqu'à 1914, suivante, hein, puisque ça va être là maintenant les espaces fonctionnels de on va appeler la nouvelle modernité, et je dirais la modernité politiquement parlant en termes de républicain. La République, à partir de 1870, va doter sa ville-préfecture d'un certain nombre d'équipements qui vont être naturellement sur le plateau pour l'essentiel. Pas question d'aller encore en bas. Hein. Alors là, ici, sur cette photo aérienne, c'est tout à fait intéressant parce que ça montre la permanence des lieux. Hein. Puisqu'on a ici Saint-Martin, le logis abbatial, l'hôpital de 1807, étendu dans les années 1850, l'hôpital construit au lendemain dans les années 1960, avec ce style très moderne de l'époque. On vend d'ailleurs les terres de Puisieux et d'Aulnoy pour financer cette construction. Et puis la dernière construction en date. Si on voulait compléter, on a ici l'hospice général de César d'Estrées au XVIIe siècle. Tout à fait intéressant, vous voyez, on reste dans le Lannoy, on maintient les lieux. Suivant. Alors le nouveau bâti gagne là où il y a de l'espace. C'est-à-dire là où on a récupéré les terres, les biens du clergé, l'armée en particulier va s'y installer, transforme la caserne Saint-Vincent, l'église a été abattue, l'armée construit une grande caserne dans les années 1850, 40-50, à l'épreuve des bombes, comme on disait. C'est la même que d'ailleurs, plus ou moins, qu'on construit sur la cité administrative actuelle. Mais aussi, il y a les territoires de l'armée, mais il y a aussi, symboliquement, pour la République, la présence d'un lycée. Le premier lycée dans le département, il est construit ici. C'est le suivant. Et puis l'école normale, surtout. Suivant. Voilà le lycée national, à peu près au moment de son ouverture. Donc, il faut de l'espace. L'espace, on ne l'a que hors des murs de la cité et du bourg.
Mais on ne veut pas pour autant trop descendre. On va voir, suivante. Alors, la place forte, là encore, on retrouve la place forte, c'est la batterie Borloo, construite au moment de série de Rivière, en lien avec la batterie de Bruyères, et les autres batteries, les autres forts de la Malmaison, de la Nicecourt, qui constituent la place forte de Laon. C'est là qu'est installé un télégraphe optique qui permet de relier directement la place forte, la ville, avec les forts. Bon, autre élément, vous voyez, de la place forte, c'est la construction sur un modèle d'ailleurs de l'entreprise Eiffel des parcs d'artillerie. On voit ici, vous voyez, sur cette photo, avant leur destruction. Malheureusement, on n'en a rien retrouvé, on n'en a rien fait. Et puis la caserne Thérèse-Madame, construite donc achevée en 1858. Et là, en fait, tous ces espaces vont durer d'une certaine manière. Ils ne serviront plus à rien, militairement parlant, mais ils durent, ils restent la propriété de l'armée. Le fort de Bruyères, il est resté jusqu'en 1940 propriété de l'armée. Et il n'a été vendu à un particulier qu'en 1960. C'est vous dire que les espaces sont gardés. Ici, même chose, Thérèse-Madame a été vendu enfin par l'armée à la ville de Laon en 2000 seulement. Suivante. Alors, par contre, donc, tout ça, ça se passe en haut. Il n'est pas question pour les bourgeois de Laon que les choses se passent en bas. Et pourtant, arrive le chemin de fer. Suivant. Alors là, c'est les photos classiques qu'on connaît tous. Ça, c'est la première gare, celle construite par la Compagnie du Nord, avant 1914. Et puis, la ville a refusé que la Compagnie du Nord construise la gare de Laon à Vaud, au niveau de Vaud. Il n'était pas question, en effet, de donner à ce noyau déjà un peu trop autonome une place trop importante. Et donc, on a décidé de mettre la ville a exigé de la Compagnie du Nord qu'elle installe sa gare au niveau grossièrement actuel. On y construit très vite l'avenue de la gare qui deviendra l'avenue Carnot, et en 1857, les fameux escaliers. La ville a une vision de la gare comme une annexe technique. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas été comme à Orléans à refuser la gare et la mettre à 10 km, mais on la merde. Suivant. Alors, tout de suite se posera un problème qui est récurrent. C'est pour ça que je présente ce fameux viaduc qui a été détruit par les Allemands. On voit la trace ici lors de leur retraite en 1918. Et naturellement, c'est le lien fixe, la question du lien fixe. On en parle même encore aujourd'hui. Ça anime en tout cas le landerneau politique local. Mais le tramway a duré, vous voyez, 70 ans. Poma, beaucoup moins. Suivant. Mais c'est le problème du lien. C'est encore une des permanences, parce que j'aurais pu évoquer les difficultés qu'on a rencontrées pour monter à Laon. Les travaux réalisés, les routes qui montent à Laon ont été construites pour l'essentiel entre 1845 et 1870. Avant, c'est des mauvais chemins. Par contre, il se passe des choses dans les campagnes en même temps. C'est qu'on rentre dans le monde de l'agro-industrie. Et Laon devient surtout un des grands pôles sucriers du département. Et par ailleurs, les agriculteurs exigent qu'on dessèche les marais. Tous les grands travaux qui sont faits dans la noix humide, notamment la vallée de l'Ardon. La vallée de l'Ardon, on dessèche dans les années 1830 pas moins de 300 hectares de marais, dont une moitié sera immédiatement vendue à des maraîchers pour faire les choux-fleurs et les artichauts. Et l'autre moitié servira pour le champ de course. Le champ de course actuellement a été dégagé à cette époque-là. Du côté de la souche, c'est dès 1833
qui a un syndicat d'assèchement qui est composé pour l'essentiel d'ailleurs de propriétaires, non pas tellement des marais, que des propriétaires agricoles périphériques qui veulent qu'on dessèche, donc qu'on assainisse, pour étendre leurs terres. Là encore, problème récurrent qu'a très bien montré Bertrand Sajoleli, un géographe qui a fait sa thèse sur les marais de Pierrepont, hein, où depuis toujours, c'est le conflit d'usage entre ceux qui veulent vivre du marais, un peu à la Rabolio au XIXe siècle, aujourd'hui comme moyen de loisir, hein, et par contre, ceux qui veulent se débarrasser de l'eau pour pouvoir étendre les superficies agricoles. Et c'était, je dirais presque, ça a été longtemps une guerre, c'est aujourd'hui apparemment, ils sont arrivés à un certain compromis, car sont venus s'ajouter à ces différentes demandes les gens qui sont attachés à l'environnement. Donc, environnement, écologistes, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs. Vieux conflit. Et qu'on va trouver dans tout le Lannoy humide, notamment le sud. Par ailleurs, le problème, c'est que, on le sait, le Lannoy perd ses vignes, et il perd ses vignes d'ailleurs très vite, hein, puisque, en fait, toujours d'après De Sars, il y a 238 hectares encore de vignes à la veille de la Révolution à Lens, ce qui n'est pas mal. Hein. Mais en 1840, il y en a encore 175, et la dégringolade commence à peu près à ce moment-là. Hein. Puisqu'en 1845, il n'y a plus que 84 hectares, et en 1855, il n'y en a plus que 20. Ce qui veut dire, on dit toujours que c'est le train. C'est pas le train. Certes, ça a joué. C'est le fait qu'on a des vignobles qui sont déjà concurrencés, les transports se sont quand même beaucoup améliorés. Le vin que l'on fait avant à Lens ne vaut rien. Il est comment, une année sur 5, il est franchement insupportable. Une année, il est à peu près convenable, et 3 années, on n'ose pas dire. Fondamentalement, c'est ça. On parlera des villes. Moi, j'ai souvenir d'avoir bu du vin de Gruyère. Hein, mais j'étais jeune et j'étais en période de réélection. Donc, par contre, ce qui va changer beaucoup, c'est effectivement l'irruption de l'industrie dans le paysage danois. Et avec, naturellement, l'apparition d'un paysage agro-industriel. Hein. La première sucrerie qui est construite à Lens, dans le Danois, c'est celle de Crépy, en 1857. Il y en a une autre, c'est celle de Cerny, vous voyez ici. C'est celle-là qui sera détruite d'ailleurs dès 1914, lorsque les troupes anglaises tenteront de le reprendre des Allemands. Il y a encore un petit panneau, quand on prend sur la route de Bourg, c'est marqué « Ancienne sucrerie ». Là, ici, ce qui est intéressant dans c'est les constructions. Bon, elles ont disparu, malheureusement, mais ce sont des vrais palais. Ce sont des vrais palais de briques. Et alors, il apparaît naturellement un paysage industriel, mais il y a aussi, quand on fait l'étude de l'histoire industrielle, il faut penser aussi au social. Pour le social, j'ai rien trouvé. Par contre, pour le patronat, il reste des domaines patronaux. L'enrichissement, ce n'est plus la vigne, c'est maintenant le sucre. Et il reste à Lens, peut-être que vous connaissez les entrepôts Godard. Bien, au cœur des entrepôts Godard, vous avez une maison qui ressemble un peu à une folie 19e. Alors, je ne sais pas ce qui tient du 19e, de rajout, autre chose. Ce qui est important, c'est que ce domaine de 9 hectares est un domaine qui appartient à la famille Bertrand. La famille Bertrand, c'est une grande famille de sucriers qui, notamment, sera à l'origine d'une des sucreries d'Aulnoy. Vous allez rue du Cloître, vous allez à droite à gauche, vous avez encore de ces grandes maisons patronales qui témoignent de la richesse accumulée. La nouvelle rente, je dirais, apparaît et elle se lit dans les paysages beaucoup moins facilement, par contre,
parce que le capitalisme du 19e, il n'a pas la même vision que, je dirais, la rente du 12e ou 13e, où on remettait, je dirais, dans des bâtiments somptueux. Là, ici, hein, on investit ailleurs. Suivant. Alors, à Aulnoy, vous avez ici, le site d'Aulnoy, c'est une capture de Google. Ici, là, une photo qui date de 1903. Il y a 2 usines à Aulnoy. On oublie un petit peu. Hein. Ces 2 usines sont, la première ici, vous voyez, à l'angle de la route de Crécy. Hein, quand on monte vers... Oui, c'est Crécy. Hein. Et là, ici, vous avez un domaine qui a été initialement la première sucrerie de 1860. Une deuxième sucrerie est construite par les Bertrand Sarrazin, celui que j'évoquais tout à l'heure. Elle est construite ici. Il en reste un bâtiment. C'est le siège de la communauté d'agglomération de l'Or. Et puis, ces 2 usines qui sont démantelées après 14, en fait, elles n'ont pas été détruites, mais les Allemands ont pillé le matériel. Et c'est la grande époque où, dès les années 19, on regroupe toutes les sucreries, on les ferme les unes après les autres. Le paysage sucrier va de fait disparaître, sauf Aulnoy, qui va durer jusqu'aux années 2000 quasiment, à peine, dont tout le site industriel est ici. La direction de l'usine de 1929, et là, elle s'est maintenue puisque c'est là que se trouve la communauté d'agglo. Mais il y avait là ici des grands bâtiments qui ont été malheureusement détruits. On n'a pas pu sauver, notamment la grande halle qui était tout à fait intéressante. Mais là encore, nous sommes dans une autre logique d'utilisation du capital, et donc du même coup, une autre logique en termes de préservation du patrimoine paysager. Suivante. Alors, arrive le siècle. Là, comme on disait tout à l'heure, l'histoire s'accélère et la géographie est bouleversée. Alors, continuons. Alors, là, c'est les paysages de l'an. Les paysages de l'an vont beaucoup changer parce qu'on va avoir 2 reconstructions successives en bas. Celle d'après 14 et celle d'après 44. La ville aussi va connaître une expansion économique et démographique, notamment après 40, on en parlera. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ville haute va devoir commencer à accepter qu'il y ait une ville basse. C'est-à-dire que, et c'est une vieille histoire, moi qui suis là depuis 50 ans, j'entends encore ce discours. Les gens d'en bas, il y a les gens d'en haut. C'est très alsacien. Alors, ce qui est sûr, c'est que la ville haute, la ville des fonctionnaires, qu'ils soient ceux de la préfecture, de la cité administrative, ou bien de l'hôpital, ou bien des professeurs à l'école normale, ou les militaires, ils tiennent le haut du pavé, ils continuent. Mais cette ville bourgeoise, avec beaucoup de commerce, il y a 50 ans encore, moi je me souviens de la rue Châtelaine, il y avait des dizaines et des dizaines de commerces, on y reviendra. Pour les plus anciens d'entre vous, vous le savez. Ce qui est important, c'est que à partir du lendemain de 14, se constitue vraiment une ville basse. Alors, suivante. Et l'élément déclencheur du changement, c'est la volonté de Léon d'Enquête, maire de 1919 à 1929, premier grand reconstructeur de la ville, reconstructeur, qui obtient, qui va donc reconstruire, mais qui a une vision pour sa ville. Il a bien compris que dans une période d'après-guerre,
hein, la ville ne pourrait pas tenir longtemps, surtout qu'une bonne partie de sa richesse a été, d'une certaine manière, évacuée avec les dommages de guerre qui sont parfois partis ailleurs. La ville s'est appauvrie, économiquement parlant. L'État est encore certes présent, mais il a bien senti qu'il fallait faire quelque chose. Et il a une vision. Et ça, il faut rendre hommage aux maires lorsqu'ils ont une vision pour leur ville. Et Nanket obtient de la Compagnie du Nord qu'il crée à Laon un centre technique qui est au cœur d'une étoile ferroviaire d'importance. C'est Paris-Hirson et puis Reims-Saint-Quentin, mais aussi toutes les petites lignes qui s'en vont vers Guise, Liard, etc. Donc une étoile ferroviaire, et il obtient de la Compagnie du Nord qu'on crée cette fameuse gare et les ateliers qui vont avec. Mais il faut amener aussi de la main-d'œuvre. Et c'est ça qu'il voyait aussi dans l'enquête, c'était faire venir des gens nouveaux, faire venir des cheminots. Pour les faire venir, il faut les loger. Et c'est l'apparition de ce que nous on appelle la Cité du Nord, la Cité des cheminots, qui pour l'essentiel, qui est conçu pour l'essentiel le long d'un axe qui est la route de Paris, de Laon à Crécy, qui passe ici au niveau d'un passage à niveau. Et d'ailleurs, la rue ici, je ne sais plus, c'est Bachelet, il me semble, se termine en cul-de-sac. Si vous passez, vous vérifiez, ça donnait sur le Alors après, on a fait le plan de vous, on y reviendra. Donc, un élément déclencheur, l'apparition, la création d'une nouvelle activité, d'une ville industrieuse, cheminote, et qui se lie alors totalement dans les paysages. Suivant. Avec la reconstruction et les difficultés qu'on avait à traverser l'axe ferroviaire, on conçoit en 1926 un premier pont en béton, qui va assurer notamment, pas seulement le lien avec la Cité du Nord, il y a la fameuse passerelle pour ça, on marche à pied à cette époque. Il y a la passerelle, et puis surtout, la Cité du Nord vit largement sur elle-même. En revanche, il s'agit d'assurer le lien sur la route de Belgique. Nous n'avons pas encore la déviation. La déviation de Laon ne viendra qu'après la Seconde Guerre mondiale. On l'amorce avant la Seconde Guerre mondiale, elle ne sera terminée, je crois que vers 1848-49. Donc, ce pont a un rôle clé, décisif. Suivant. Et puis, on reconstruit. Alors la gare, on l'a reconstruite après 14. En 44, les événements qu'on a vus d'ailleurs tout à l'heure sur le film pour Ternier, c'est ce qui se passe à nouveau à Laon. Pratiquement tout le quartier de la gare, mais aussi pas mal de bombes à droite à gauche, y compris sur les premières archives, puisque le directeur des archives est là, j'en profite pour le saluer. Heureusement, il a eu qu'à déménager et pas à reconstruire. Simplement, ici, c'est pardon. Non. C'est le quartier tel qu'il est construit, vous voyez, presque à la fin de la construction, dans les années 60. Là, ici, intervient un deuxième maire à qui je tiens à rendre un hommage, c'est Marcel Levindret. Marcel Levindret, maire de 35 à 39, ou à 40, que les Allemands chassent, redevient maire en 45, il restera maire pendant 20 ans, de 45 à 65. Donc en 20 ans, il va devoir reconstruire la ville une deuxième fois, et notamment ce quartier de la gare qui a été complètement dévasté. Et alors il le fait en s'appuyant sur un architecte qui est bien de son temps, c'est André Croiset, qui va d'ailleurs faire deux plans, un plan de reconstruction en 45
et un plan en 63, 62 de développement. Donc en fait, j'aurais pu évoquer Charles Abella, qui a été l'architecte, lui, de la première reconstruction. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez, cette situation dans les années 60. Nous, on est arrivé en 67. Je pense que tout ça la gare existait déjà. Donc je pense que ça doit être daté du début des années 60. Peut-être que certains d'entre vous, les plus anciens, s'y retrouveraient. D'ailleurs, en tout cas, la gare n'est pas construite. La gare qu'on a ici. Elle n'est pas construite ici. Il y a le buffet, il y a la poste, hein, mais vous voyez l'immeuble des douanes et cette partie de la... là où il y a l'hôtel, la librairie, etc., n'existe pas encore. Donc vous voyez, il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies. Ce qui est sûr, c'est qu'on reconstruit, et on reconstruit comme on reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, sur le même modèle. Donc avec les mêmes paysages, qu'on soit à Dunkerque, au Havre, à Amiens ou ailleurs, c'est les paysages de l'architecture fonctionnaliste, de l'école d'Athènes, du Corbusier, dont d'ailleurs Croiset était un proche. Suivant. Et là, ce qui est sûr, c'est que ce fameux greffon ferroviaire, qu'on voyait d'ailleurs d'un mauvais œil, au conseil municipal de Laon en 1850, en 1860, a pris une ampleur considérable. Et là, il s'inscrit dans les paysages. Alors, c'est globalement, si on prend tout ça, c'est plus de 1500 hectares. Et c'est une vraie coupure. La ville basse, elle se réduit à un liseré relativement étroit entre Saint-Marcel, Montreuil et Vaud, avec le quartier de la Gare qui fait lien entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est cette formidable coupure, ouverte seulement par c'est pas le pont des Moutons, je crois qu'on l'appelle comme ça. Oui. Et puis le pont de Vaud, la passerelle a été abattue, vous le savez, et puis il y a une autre parcelle, un autre pont du côté du numéro. Alors, ce qui est important ici, c'est que c'est bien l'évolution d'un paysage industriel, avec un habitat spécifique, même s'il n'est pas il a un peu changé, un immense triage qui ne sert plus à grand chose, sinon à stocker pour le moment du matériel de reconstruction des voies. Mais le triage est fermé, l'atelier est fermé, et il ne reste dans cet atelier qu'un bijou architectural qui remonte à 1948 et pas avant, parce qu'il avait la première rotonde avait été détruite. C'est les ateliers ici et la rotonde SNCF qui a donc fermé et qui est heureusement maintenant inscrite à l'inventaire, ce qui évitera probablement sa destruction. Mais sur le plan de l'urbanisme, on s'aperçoit que le choix qui a été fait à cette époque-là a bloqué complètement l'évolution de la ville vers le nord, qui va donc être contrainte, en toute cette côte, d'aller ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir dans les... Alors, par contre, globalement, il faut penser naturellement aux campagnes. Bon, c'est le grand choc suivant du chemin des Dames. La zone rouge, telle qu'elle apparaît d'ailleurs dans l'exposition que nous présente ici au premier étage les archives. C'est 19 000 hectares de terre dévastés et de villages abandonnés. Sur les 24 villages du chemin des Dames, il n'en reste pas un. La plupart des villages ont été à moitié ou presque totalement ravagés. Suivante. Alors, la reconstruction va se faire très vite. Elle ne se fait pas d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, elle se reconstruit, là, ici, sur Poteau d'Ail, mais cette ferme, là, c'est la ferme de Malval, que vous connaissez la ferme de Malval, qui est un exemple type de la reconstruction d'une ferme sucrière. Il y avait là, auparavant, une distillerie qui était associée à la ferme, l'habitat ouvrier,
l'habitat patronal. Mais cette ferme qui est ici, de Malval, elle est construite en 1926. Elle était auparavant en contrebas vers Aille. Là où, vous voyez, à peu près là. En contrebas. Pourquoi? Parce que la plupart des fermes du chemin des Lames n'étaient pas sur le plateau, mais légèrement sur le versant, en dessous des sources. Lorsqu'on reconstruit après 1920, on a des pompes électriques, et donc on peut s'abstraire de la localisation, et donc toutes ces fermes, comme le Poteau d'Aille, comme Malval, comme la Moyère, pour n'en citer que quelques-unes, sont reconstruites un peu sur le plateau, à l'écart de leur localisation. Exactement d'ailleurs comme on reconstruira ailleurs Cerny. On a incontestablement là ici un changement dans le paysage qu'il est important de noter. La seule ferme qui est reconstruite sur place, et pour l'essentiel, c'est Mourtebise. Suivant. Alors, la reconstruction. Alors, reconstruire, reconstituer, la question va se poser presque toujours. La première question qui se posera, c'est de savoir si on reconstruit. Et on ne reconstruit pas. Dans 4 villages ne sont pas reconstruits, ils sont abandonnés. C'est le fameux mémorial du Touring Club de France, donc des années 30, où il s'est marqué ici, Futaï, ce qui a permis à beaucoup de gamins du coin de faire des jeux de mots. Mais c'est simplement là où se trouve se trouvait la ferme de Malval. Alors, soit reconstruit, alors là, ici, l'exemple, on en a quand même pas mal, je n'insiste pas, il y a tout simplement cette reconstruction qui se fait de manière moderne. Là, ici, c'est l'architecte Paul Muller qui va faire plusieurs reconstructions. Il fait Montenot, il fait Martigny-Courpierre, et puis il prend Touran et d'autres. Suivant. Donc on reconstruit. Ou bien on reconstitue. Toute la différence est là. C'est quand le choix des conseils municipaux, c'est de savoir si on reconstruit ou si on reconstitue. La plupart du temps, on veut reconstruire. On veut revenir au paysage d'avant. Et en réalité, vous avez un bon exemple avec ici, Lierval. Certes, là ici, l'église, c'est une église du XIIe, elle est reconstituée à l'identique, comme ce sera le cas à Ursel, par exemple. Par contre, à Montenot, on reconstruit complètement la vie. Suivant. Alors, on reconstruit parfois ailleurs. Alors ça, c'est l'exemple parfait qu'on connaît de Crâne. Crâne était là, n'est-ce pas? Ici, vous avez le plateau de Californie. Ici, l'observatoire. Pas l'observatoire, là où il y a il y avait le monument de Cairn. Et puis, alors, les paysages de la reconstruction, je n'insiste pas, on va certainement avoir, et on a déjà, de nombreuses expositions, de nombreux ouvrages qui nous donnent, qui requalifient, je dirais, ces paysages de la reconstruction, qui sont extrêmement intéressants. Ça s'est fait avec des matériaux de qualité. Les gens, ça n'a pas été trop détruit encore. La vague rémoise n'est pas arrivée jusque-là. Malheureusement, ça vient. On a donc des villages avec effectivement des trucs assez énormes. Là, l'hôtel de ville, école de Crâne, reconstruit avec le financement non pas de la Suède, mais des étudiants suédois. Ce sont les étudiants de l'université de Stockholm qui ont financé la reconstruction. Alors, pour une commune qui a 140 habitants aujourd'hui. Suivant. Et puis, comment le paysage devient mémoriel. Ce qui est intéressant, c'est que ce paysage est devenu, et notamment depuis 5 ans, mais bien avant quand même, il est devenu mémoriel. Alors, mémoriel, ça veut dire, c'est des cimetières. Vous n'avez pas moins de 19 cimetières dans le Lannoy. 90 000 personnes, soldats, y reposent. Il y a à peu près moitié de cimetières allemands, moitié de cimetières français, anglais, même un cimetière italien, danois aussi, je crois. Non, c'est après. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie du paysage. Au même titre que font partie du paysage
les monuments régimentaires, comme on a dit. Hein. Et ces monuments régimentaires, le plus célèbre, c'est le monument des Basques, certainement le plus intéressant, en tout cas. Hein. Et puis, depuis, on avait un peu, on n'avait jamais été très loin. Dans les années 60, on avait fait, au-dessus du plateau de Californie, un petit observatoire. Moi, je venais là très régulièrement avec mes étudiants, peut-être que certains d'entre vous, ils sont ici, sont venus avec moi, et on avait une table en pierre, en émail, qui permettait de repérer les lieux comme on pouvait. Mais depuis là, j'ai fait certainement parmi les cours les plus intéressants que je pouvais faire. Hein. Ce qui est important, c'est que c'est l'évolution. Jusqu'ici, c'est une mémoire qui se veut respectueuse des morts. Hein, on se refuse à transformer le paysage et à l'historiciser. Hein. Là, ici, je me souviens de débats, de discussions. Alors là, je rentre effectivement dans les périodes où j'ai été directement acteur. Lorsque j'étais détaché au comité d'expansion, la grande difficulté qu'on a eue lorsqu'on a voulu aménager le fameux jalonnement et la caverne du Dragon, ça a été l'opposition d'une partie notamment du souvenir français et d'un certain nombre de gens qui disaient vous allez disneylandiser le site. Et il a fallu effectivement beaucoup travailler et les convaincre pour leur dire mais non, nous n'allons pas faire, on ne va pas faire du Disneyland, on va faire un paysage mémoriel qui respectera les lieux et rappellera les mémoires. Donc d'une certaine manière, cette action qui est menée par le département, elle est symbolique ici, vous voyez, de la méchante table d'orientation. Ici, on a la douzaine de jalonnements qui, depuis la même maison jusqu'à Berry-au-Bac, signalent et témoignent des combats, de ce qui s'est passé, rappellent donc les souvenirs, se crée un vrai souvenir. Alors, le souvenir mémoriel, naturellement, c'est cette photo, vous avez bien compris qu'elle date qu'elle est ancienne, enfin déjà, hein, puisque c'est le monument d'Aïnkern qu'on a replacé à la caverne du Dragon. Voilà, suivante. Alors, on arrive à la fin, où là, la géographie à nouveau s'accélère. L'histoire s'accélère et la géographie est à nouveau bouleversée. Suivante. Donc, les paysages sont en mouvement. Hein. Dans le vieux paysage urbain du plateau se fige, mais il est sauvegardé. Suivant. Il est sauvegardé grâce à la loi Malraux et au secteur sauvegardé. Le secteur sauvegardé de l'An est le plus vaste de France. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'action menée par les particuliers a commencé à porter ses fruits. Peu à peu, les opérations façades, la loi Malraux, les incitations fiscales, enfin toute l'action qui est menée par les pouvoirs publics commence à donner de véritables effets. Et quand on se promène dans l'An, on trouve effectivement beaucoup de choses. Alors, j'ai pris cette photo, là, c'est l'hostellerie du Dauphin, pour rendre hommage simplement à celui qui a été, je crois, un des tout premiers particuliers à restaurer un monument historique. C'était Gérard de Cotigny, qui était un ancien bâtonnier de l'An, qui avait racheté cet immeuble et qui l'a complètement restauré. Hein. Bon, il y en a d'autres. Vous voyez ici d'anciennes églises. Alors, c'est souvent marqué avec le sigle des monuments historiques. Hein. Et puis ici, vous avez d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, c'est rue du 13 octobre. Regardez la maison, là, ici. Elle n'a pas encore fait l'objet d'une opération façade, alors que celle d'à côté, elle est faite, c'est pas seulement parce qu'il y a le soleil. Enfin, tout ça pour dire que les paysages sont effectivement sauvegardés. Hein. Le bâti somptueux du XIIe, XIIIe siècle, même si ça va bien plus loin, tout ça date du XVe, XVIe, bien après, le bâti somptueux de la vieille ville est en voie de sauvetage. Suivant. Hein. D'autant plus qu'il y a des grosses opérations, la congrégation, ancienne, puis qui était devenue prison, ça a été une des premières grandes opérations d'habitat sur le secteur. Et puis là, ici, l'ancien séminaire, ancien conservatoire, hein, qui a fait l'objet d'opérations qui ont
fait un peu de polémique parce qu'on a dit on fait de l'habitat pour riches, etc. Mais enfin, c'est les débats récurrents lorsque se fait des choses de cette nature dans les zones historiques. Suivant. Et puis, bon, maintenant, ça permet de quoi? Ça permet de créer des paysages touristiques. Naturellement, le président de l'Office de tourisme que je suis y est sensible, hein, mais effectivement, que ce soit la piétonisation de la rue Châtelaine dans les années 80, hein, ou les événements, puisqu'il faut, comme on dit, il faut faire des événements de cette nature, ces événements, vous voyez, se font autour du patrimoine. Hein, de même qu'au musée, pour la vie des musées, on a maintenant, à chaque année, des projections de cette nature. Hein, en un mot, le patrimoine, le paysage patrimonial est redevenu un actif majeur. Suivant. Alors par contre, le reste, suivant, c'est plutôt naturellement hétéroclite. Alors, d'abord parce que, pourquoi hétéroclite? Il ne s'agit pas, là aussi, de jeter la pierre. Pour avoir été élu assez longtemps, je sais qu'il vaut mieux pas les jeter parce que ça tombe toujours sur le nez. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un élément déclencheur. On a vu qu'en 1919, l'élément déclencheur, c'est le chemin de fer. C'est l'arrivée du... Enfin, c'est pas la voie ferrée, c'est la Compagnie du Nord qui s'installe. L'élément déclencheur en 1945, c'est le début du baby-boom. La ville va gagner entre 54 et 75 pas moins de 10 000 habitants. C'est considérable. Ça veut dire qu'il faut loger 10 000 personnes, sans parler de ceux qui étaient mal logés et qui étaient demandeurs. Donc on se retrouve avec un défi formidable que va relever le Vindray. L'enquête et le Vindray reviennent toujours dans mon esprit parce que ce sont ceux qui ont monté. Alors c'est Croiset, l'architecte urbaniste, qui a décidé dans le plan, qui a proposé dans le plan 62-63 de développement de faire une zone, comme on appelait les ZUP. On rentre là dans une période où successivement les maires qui vont succéder à Le Vindray, après donc 1965, vont chacun faire leur opération. Alors, dans un premier temps, pour répondre à la demande, on fait 5000 logements ici. Initialement, on devait en faire 12 000. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que toute cette zone ici devait être construite. Et elle devait être construite avec des pavillons, car il n'était pas question qu'on ait tout de suite un mur de grands immeubles, comme ici, mais une espèce de montée du regard vers le plateau. Lorsque le Vindray quitte le pouvoir, il est remplacé par une nouvelle municipalité qui est présidée par Guy Sabatier, qui va rester 12 ans, et qui lui dit « Moi, ça va comme ça, on arrête ». Il faut dire qu'il répond aussi à une demande. Les votes changent. C'est à ce moment-là qu'on parle de Sarcellite et tout ça. Bon. Tout le monde était content au départ. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai habité et j'étais bien content en 67 d'avoir un logement là. Mais très vite, je suis parti, comme tous les bons petits bourgeois. Classique. Et simplement, les modes changent et les opérations programmées d'urbanisme mises en place par l'État se modifient. On passe des ZUP, des zones à urbaniser en priorité, la photo suivante, aux actes. C'est-à-dire on fait le quartier Île-de-France. Alors on a dit en polémiquant, finalement il voulait regarder vers le sud parce qu'il ne s'intéressait qu'à Paris. En réalité non, il répond à une demande qui est différente. Où le logement individuel, où le petit collectif répond mieux à la demande. On fait là, ici, on a fait 2000 logements avec Moulin-Roux, côté Charlemagne, Champagne, et on en construit quand même 1700 ici. Suivante.
Alors, parallèlement, les campagnes se modifient. Alors, c'est ça qui est assez intéressant. La ville devait construire vite, beaucoup et bon marché. Et donc, elle a fait des opérations programmées d'urbanisme. Et dès qu'il y avait un trou, on construisait des immeubles. On a, par exemple, construit des immeubles à Montreuil. Alors, c'est même pas un quartier. On a mis les immeubles partout où on pouvait. On en a même mis à Saint-Vincent. Hein, et à droite, à gauche, vous en trouvez dans tout l'an de ces immeubles. Pourquoi? Parce que la ville a absolument besoin de logement. Elle s'est intéressée donc au collectif. Et elle n'a pas répondu à l'élévation du niveau de vie des fonctionnaires et autres habitants nés dans les années 40 et qui, dans les années 70, commencent à dire « Nous, on veut du pavillon individuel ». C'est le refus. Or, la ville n'a pas eu le temps de s'occuper de ça. Elle n'a pas fait ce choix, ou n'a pas pu, plus que voulu. Et en conséquence, on a commencé, parce moi je me sens totalement là ici dans l'histoire du temps présent, intégralement intégré, on a commencé à aller, et vous êtes quelques-uns dans cette salle, on a commencé à aller ailleurs, à aller chercher ailleurs s'il y avait quelque chose. Et c'est là qu'on a dit, allez donc à Bruyères, allez donc à Équi, allez donc à Vivès, etc. On commence à faire des lotissements, les mairies locales font des premiers lotissements, suivant, font les premiers lotissements, c'est Vivès, Atty et Chambry, et puis peu à peu, toutes les autres communes s'y mettent. Elles s'y mettent d'autant plus, et ça, il faut le savoir, qu'à partir de 1975, la fiscalité locale, telle qu'elle est mise en place à ce moment-là, va favoriser très fortement, va inciter très fortement les collectivités, les communes, à faire du logement. Faire du logement, et de même que la réforme de la taxe professionnelle, accueillir des entreprises à l'extérieur, aller chercher des entreprises allant, pour avoir de la recette de taxe professionnelle. Taxe d'habitation plus taxe professionnelle égale prospérité des communes. Et toutes les communes se mettent à faire du logement. Alors, sans plan d'ensemble. Le premier schéma directeur d'urbanisme de l'agglomération lannoise, c'est 1965. Il y a 2 communes, c'est Laon et Chambry. C'est le plus petit zoo de France. Je l'évoquais toujours avec mes étudiants. Et ensuite, les coûts sont partis et on va faire une urbanisation, un éparpillement, un étalement urbain, pour l'essentiel d'ailleurs, le long des rues, parce que les routes départementales, il y avait besoin de les faire, elles étaient payées par le département. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ce paysage tel qu'il apparaît aujourd'hui sur une donnée de la direction des territoires qui s'appelle Landcover. Et vous voyez, tout ça, tout ce qui est en rouge, c'est l'espace bâti. Vous avez bien là, en violet, c'est les zones industrielles. Ici, les marais de la Souche, c'est différent. Ici, vous voyez, c'est Saint-Moussi, ici Couvron, ici c'est le Champ du Roi, et puis vous voyez la ville, et là, ici, Atty, Chambry, Atty, Bruyères et Vorges et Presles, vous voyez qu'ils forment un ensemble. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis Chiret, il y a eu une erreur. Mais regardez autour de Mons. Je dirais d'une certaine manière, regardez autour de Crépy, Vertefeuille et Fourdrin. Donc, globalement, une urbanisation qu'on pourrait qualifier un petit peu d'anarchique, qui crée des paysages, pour le coup, singulièrement anarchiques. En tout cas, hétéroclites. Suivant. Vous avez là, ici, j'ai pris forcément cet exemple pour bien le connaître, en être directement responsable. Là, ici, vous avez Bruyères, vous avez ici l'anneau central de Bruyères, et puis l'urbanisation. Alors ça, cette urbanisation a commencé en 1965, mais après, tout ça, je suis responsable, et donc je plaide coupable, de même que la zone d'activité indispensable pour avoir les ressources nécessaires.
car toutes ces communes n'avaient pas d'équipement, notamment pas d'équipement collectif, pas d'école maternelle, pas d'assainissement. Et la seule chose qu'il fallait, c'était de l'argent pour le faire. Donc la croissance, d'une certaine manière, a payé les équipements des bourgeois qui descendaient de l'an pour s'installer là et qui l'exigeaient. Parce que quand ils sont arrivés à Bruyères, ils ont dit mais il n'y a pas d'école maternelle, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de stade, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc on est, vous voyez, lorsqu'on parle de périurbanisation, on a des paysages qui se périurbanisent, je dirais, au plein sens du terme. Et là, on voit bien, regardez, en 1963, Bruyères, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Là, ici, en noir, c'est comme en 1995, vous voyez, ça a déjà beaucoup augmenté. Et en vert, c'est ce qu'il y a depuis 1995. Le violet correspondant au boulevard de contournement qu'on aperçoit ici. Suivante. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est le retour du bois. Car finalement, toutes ces communes qu'on a vues là, qui sont en rouge, bénéficient du formidable gain des boisements qui ont commencé au lendemain de la guerre, avec l'abandon d'un grand nombre de terres et de pâtures. Notamment beaucoup de populiculture. La populiculture a été l'arbre roi, notamment au lendemain de la guerre de 40, lorsque la Saïta, qui veut fabriquer des allumettes, passe des contrats avec les communes pour planter des peupliers. Donc, toutes les communes qui ont encore des communaux, ou les particuliers qui ont des communes, qui ont des terres humides, on a abandonné l'assainissement depuis longtemps, le drainage, donc on se met du coup à faire du peuplier. C'est ce qui rapporte le mieux. Donc populiculture, taillis, là où on ne fait pas de populiculture, et se crée, on se retrouve avec un espace forestier qui est tout en vert, que vous voyez ici sur cette carte, et qui est intéressant de comparer avec la carte de Cassini. Regardez, à la fin, Cassini, c'est vers 1760, 70 à peu près. Là, ici, on voit bien Samoussy, on voit bien la Vernie. Ici, c'est Samoussy. Bon, ça n'a pas bougé, puisqu'on a dit que c'était un domaine d'État. La Vernie, le voilà. Et tout le reste, on voit des petits morceaux de bois. Là, aujourd'hui, en 2010, grossièrement, on a tout un ensemble forestier, donc naturellement là ici c'est 50, mais si on garde tout cet ensemble, tout ça a beaucoup changé et sert d'écrin vert aux collectivités. Si bien que là où il y avait des vignes autrefois, là où il y avait des pâtures, tout ça, on est très content d'avoir du taillis et surtout on ne veut pas qu'on y touche. Dès qu'on veut toucher à quoi que ce soit, c'est un drame absolu. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir lorsque j'ai pu essayer, j'ai réalisé la déviation de Bruyères. Suivant. Alors, cette campagne trouve aussi non seulement une nouvelle vocation avec, qu'on vient de voir, la vocation résidentielle, mais aussi dans la loi touristique, avec l'arrivée du Centaure Park en 2007. Sur un site qui avait été aménagé, un lac, en 1993, après moult tergiversations, par le département qui ne savait que faire du site. Il y avait le lac, on avait créé un lac parce que c'était la mode, il fallait faire du développement et de l'aménagement rural, du tourisme vert, on a parlé comme ça, on ne parlait pas de tourisme vert, on parlait de tourisme en milieu rural. Donc l'État faisait des grandes opérations à la montagne, au plan neige, sur les littoraux méditerranéens ou atlantiques, ces grandes opérations de ville nouvelle touristique, mais déjà, les ruraux disaient « et nous ?» Ça m'amuse un petit peu à certains égards. Nous, on n'a rien. Il y en a que pour les commandes. En conséquence, on a inventé le service d'aménagement du territoire et du développement touristique en milieu rural, qui relevait de l'équipement et dont le siège était à Chambéry.
Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, je me souviens d'y avoir été avec mes étudiants, mais il avait été mis là parce que... Ce qui est sûr, c'est que du coup, l'État a mis de l'argent. Et ils se sont dit, dans l'Aisne, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et bien on s'est dit, il faut un lac. Parce que faire du tourisme vert, c'était le bois et l'eau. Donc on fait un lac comme on en fait un peu partout en France. Et c'est pas seulement un lac, c'est un lac purement de loisirs. Donc l'État finance l'opération pour l'essentiel avec le département. Après, il ne sait pas trop quoi en faire. Il fait une plage avec un terrain de camping qui était à peu près ici. La plage était à peu près là aussi. Comme il ne sait pas quoi faire des bouts du fond de l'espace, il aménage le golf, en partie. Mais c'est tout. On a en réalité, au départ, simplement un paysage relativement classique, primaire, dirais-je, en matière de tourisme en milieu rural. Et ce n'est que plus tard, dans les années 2000, que le département réussit à convaincre le groupe Pierre et Vacances de s'installer là avec une délégation de service public, créer en même temps, donc c'est le Centaure Park, je n'insiste pas, c'est quand même 800 pavillons, assez bien intégrés d'ailleurs en milieu forestier. Et puis la base nautique. Donc là ici, c'est du même coup une nouvelle fonction et un nouveau paysage qui s'ajoute. Suivant. Alors, ces paysages du tourisme vert, ils sont complétés par la fameuse œuvre verte, qui répond là toujours par les types d'aménagement, qui se traduit par un paysagement spécifique qui répond au mode de l'époque. Et notamment ici, si vous regardez la foi verte, c'est un paysagement très naturaliste, soft, peu de construction, quelques bois, on aménage les choses, il n'est pas question de minéraliser les choses. Bon, c'est le choix, ça répond, mais ça se traduit par un paysage spécifique. Et puis, même chose là, au Marais de la Souche, les Marais de la Souche dont les anciennes tourbières sont disputés entre pêcheurs, chasseurs, mais aussi écologistes, et notamment les écologistes qui, très intelligemment, avec le conservatoire des sites de Picardie, ont aménagé un site, un chemin, qui permet de comprendre comment ces marais de la Souche ont connu cette histoire paysagère que j'évoquais tout à l'heure, liée au conflit d'usage sur une période assez longue. Suivant. Bien, voilà. J'en ai terminé là. Excusez-moi, j'ai été très long. Je pense que je ne vais pas trop ennuyer. Simplement, je voulais vous dire que je voulais remercier Jean-Christophe qui m'a un peu forcé la main, et Eric aussi. Mais j'ai été très content de découvrir ce qu'est le Ladois, où je suis là finalement que depuis 50 ans, mais que j'ai appris à aimer, et je me sens maintenant un peu plus encore Ladois après ce travail. Je vous remercie. Merci. On vous a demandé de faire un article à partir de votre conférence, mais ça va être dur. 20 pages, ce sera quasiment impossible. On pourrait faire un livre de 350 pages. Là. Vous avez des questions ? Merci. Je voudrais vous rappeler, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu les mémoires de 2018. J'en ai un petit stock, donc vous pouvez les prendre avant de partir. Madame Larquet, par exemple. Ouais.